Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël! Salut Julien! Ça va bien? Ça va toi? Oui, t'as-tu passé une belle semaine? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai passé une belle semaine. On dirait que j'ai pas le goût de parler de ma semaine plutôt que qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Ouais. Ouais, ben là, on remarque qu'il y a une publicité maintenant au début de nos épisodes. Ouais, mais là, ça fait un bout c'est vrai, que c'est ajouté, ça, mais ça fait bizarre. On est dans un vrai studio d'enregistrement. Ouais. Quel studio? Chez Choc, choc.ca. Pour les gens qui nous connaissent moins puis qui nous connaissent par Choc, salut, moi c'est Joël. Salut, moi c'est Julien. Puis on fait de la démiurgie, c'est-à-dire du world building. Et maintenant, on est sur les ondes de choc.ca. Puis si tu restes un petit peu avec nous, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, on parle de mythologie et de religion. Mais je te laisse continuer ta petite histoire. Toi, tu tutoies notre auditorice? Ah, je sais pas. C'est un choix... Non, ça fait un peu classe de maternelle, non? Ah, en même temps. Là, tu vas aller voir ton ami, là, tu vas prendre le jouet. Non? Ah ouais, OK. Je comprends. Mais en même temps, ça crée... c'est intime. Oui, c'est vrai. Puis je trouve qu'avec nos beaux nouveaux micros, ça nous crée un petit peu une voix intime. C'est ça. On n'aurait pas eu le budget pour être équipé comme ça personnellement. Surtout sur un projet qu'on dit « Hey, ça te tente-tu, Julien, qu'on se parte d'un podcast? » Mais là, avec Choc, écoute, on a toi, tu peux me parler de la technologie. Moi, en fait, je connais rien. Je suis pas un gearhead pantoute, mais c'est hot ce qu'on a. Tu sais. C'est super plate pour toi qui nous écoutes. Mais non. Non, mais mettons qu'on ça va s'entendre. Ça sonne mieux. Ouais, j'aime ça. Je suis content. Mm-hmm. Ouais. Puis aujourd'hui, on parle de quoi? Ouais, c'est ça. Mythologie, religion. Hey, ça va être le fun. Ça va être... épisode léger. Oui, épisode léger. On parle de religion. Non, mais c'est un aspect démiurgique dans le sens où on parle de mythes, de mythologie, de religion, dans le sens de comment créer des mythes et des religions dans ton monde secondaire. Oui, exactement. À toi et tous les autres élèves de la classe. Okay, là, pas besoin de le souligner, je comprends comment j'avais de l'air. Non. Mais c'est ça. Oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que j'ai préparé, ça flirte avec c'est quoi les vrais mythes, les vraies religions, comment ça fonctionne, pour pouvoir l'intégrer ensuite. Donc, c'est un épisode, je ne pense pas qu'on va froisser des gens. Là. Non, parce qu'on est dans la fiction tout le temps. Quoique rester jusqu'à la fin, on fait un top 10 des meilleures religions dans la vraie vie. C'est vrai, on avait parlé de ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Reste jusqu'à la fin parce que je te lis un texte de Valterreur. C'est vrai. Donc, notre première section de l'épisode, c'est ça. On parle de mythes, mythologie, religion dans un aspect démiurgique. Et à la fin... Je te lis un texte qui s'intitule Nateshte, puis on en parle. Cool. Hey, lance-nous là-dessus, mythologie et religion. OK, Qu'est-ce qu'un mythe? Merci, Julien, de m'envoyer une balle courbe comme ça. Parce qu'un mythe, c'est ça l'affaire, c'est qu'un mythe, ça peut être considéré comme plusieurs choses dépendant de ta source, de ta façon, de ton école de pensée, parce que la mythographie est une science qui étudie comment les mythes existent et sont appliqués. Puis c'est sûr que tu peux voir un mythe comme une histoire. OK. Un élément narratif, purement narratif. On peut traiter le mythe comme tel. Mais un mythe, c'est toujours plus qu'une histoire, parce que c'est une structure de croyances religieuses. Donc, c'est structurant pour des croyances religieuses. Un mythe est religieuse là, dans un sens très, très vaste, parce que au pire, la mythologie américaine existe avec le American Dream. On pourrait parler de ça, puis c'est bien difficile de dire que c'est une religion, mais c'est un dogme, c'est une idéologie, et ces choses-là fonctionnent par des mythes. Okay. Donc, de façon plus ancestrale, c'est vraiment des religions, mais des fois, ça ne l'est pas. Des fois, c'est enraciné dans des coutumes qui n'ont pas été dogmatisées d'une façon religieuse et hiérarchique, mais qui sont bien présents ou bien présentes dans l'imaginaire collectif de la société dont c'est le mythe. Fait que la présence de ces histoires-là, de ces mythes-là, donne une structure, donne une forme un petit peu à ces grands concepts-là qui peuvent être une religion, une idéologie, une coutume. Oui, dans le fond, c'est la voie que la religion prend pour exprimer ses intentions sur les humains ou sur les sentients.
ces histoires-là qui vont moduler ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, qui vont donner les balises, qui vont créer les tabous. On a dit qu'on allait parler un moment donné de tabous aussi ensemble, mais dans le cadre d'une religion, ça dit ça, t'as pas le droit de faire ça, ça, t'as le droit de faire ça. Ouais. Les 10 commandements, c'est ça. Mais c'est quoi le mythe? Ben, contrairement à n'importe quelle autre histoire, c'est une histoire qui est super vieille. Donc, c'est une histoire qui perdure à travers le temps. C'est une histoire qui n'a pas d'auteur clair. D'habitude, c'est pas une personne. Même dans la mythologie grecque, on pourrait dire « Ah, c'est Homère qui... » Non. Homère, c'est le script des autres. OK, c'est comme une voix parmi le... Ouais, il a mis par écrit quelque chose qui était déjà présent dans sa culture. Puis après ça, ben, d'habitude, un mythe, c'est cru par un grand nombre de personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut parler de mythes qui sont plus actifs, puis les gens n'y croient pas. Il n'y a personne qui y croit. Il y en a qu'on penserait que les gens n'y croient pas, mais il y a encore une petite partie de la population humaine qui y croit. Donc, il y a une idée que c'est pas juste une histoire qu'on se raconte pour le fun de se la raconter. On y croit, on pense que c'est vrai. Puis, ça survit à l'épreuve du temps. D'habitude, un mythe traite du fonctionnement du monde et puis des fois va essayer d'expliquer. Puis moi, souvent, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est les contes étiologiques. OK. Je sais pas si tu as déjà entendu l'expression étiologique. Non, le mot étiologique m'est inconnu. C'est les histoires qui expliquent pourquoi le monde est tel qu'on le connaît. Fait dans le fond, t'as un peuple qui apparaît dans l'univers puis qui fait « Wow, c'est hot la vie, c'est ça. » Mais tu sais quoi? Pourquoi ça, c'est le même? Et ils vont avoir une réponse. Ils vont trouver une réponse qui va être basée sur le monde qu'ils voient autour d'eux. Ils font comme par exemple, un bon exemple de conte étiologique qui arrive toujours dans toutes les cultures humaines, c'est le mythe de la création. Ouais, OK. Fait qu'on veut trouver une réponse à comment l'univers s'est créé, comment la Terre existe. Fait qu'on va inventer un conte autour de ça, une histoire, un mythe. Ce mythe-là, il est différent dans toutes les cultures, mais il y a des éléments qui se rapprochent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on peut penser que c'est peut-être parce que la condition humaine est semblable n'importe où dans le monde, puis parce que les stimuli qu'on a autour de nous, on les interprète, puis on fait « Ah, ça se peut que ça vienne de là. Toi, tu penses que le monde a été créé comment? Ben, j'ai pas d'idée sur le monde, mais c'est drôle parce que ça me fait penser à une histoire que j'ai lue hier à ma fille avant qu'elle se couche. Ouais, OK, c'est quoi? Là, je te le raconte de mémoire, mais c'est les 4 dragons qui ont créé les rivières. Fait qu'au début, le conte explique que ça se déroule avant qu'il y ait des rivières. La seule eau qu'il y avait, c'était les océans. Il n'y avait pas de lac, il n'y avait pas de rivière. Puis ça raconte comment l'empereur de Jade, qui est dans l'histoire, on comprend un peu comme un genre de dieu, Ouais. tombe amoureux d'une fée, puis oublie un peu de s'occuper de sa population. Puis les 4 dragons qui aident, tu sais, les marins, ils guident les marins. Ils ont comme un rôle un petit peu d'intermédiaire entre l'empereur de Jade puis la population. Sont un peu outrés que l'empereur de Jade oublie ses responsabilités. Puis ils décident d'avaler l'eau des océans puis de les amener aux nuages. Puis là, c'est comme ça que la pluie est créée. Ça l'explique comment la pluie est faite. Puis l'empereur est vraiment insulté que les dragons aient fait sa job à sa place. Fait qu'il les enferme dans des montagnes. Puis pour s'échapper des montagnes, les dragons vont se transformer en rivière, puis en fleuve. Puis ils vont partir comme des montagnes, puis ils vont s'en aller vers l'océan, ce qui a créé les fleuves puis les rivières. Puis je pense que chaque dragon dans l'histoire deviennent comme 4 grands cours d'eau, 4 grands fleuves qui sont sur le continent, qui sont en Chine. Fait que, est-ce que tu sais c'est inspiré d'un vrai mythe, un conte étiologique chinois? Ben, c'est 4 pages qui fait partie d'un recueil de contes. Fait que je sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais quand tu m'as parlé de ça, tout de suite, j'ai pensé à cette histoire. Mais c'est parce que c'est les histoires les plus fréquentes dans les mythologies dans le monde. C'est ça qui nous donne pas une raison de vivre en tant qu'humanité, mais comme c'est difficile de survivre puis de dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. La religion répond à ça. T'sais. Pourquoi? Ah, ben parce que blablabla. Puis des fois, c'est des trucs qu'aujourd'hui, on trouve c'est complètement farfelu. Mais à cette époque-là, dans ce contexte-là, c'était tout à fait naturel et crédible de penser que c'était ça. Tu sais, je veux dire, les rivières sont des dragons. OK, cool. Tu sais. Ouais. Né à une autre époque, je pourrais y croire. Je vais t'avouer, j'y crois pas. Ah non, pour vrai? Non, j'embarque pas. Hein.
Mais je peux m'imaginer embarquer dans un autre contexte. Non, mais, si tu me racontes ça depuis que je suis tout petit, puis je fais comme, ben oui, les rivières, c'est des dragons. Fait qu'à un moment donné, ça devient culturel. Je comprends comment on peut s'éloigner avec le temps d'explications comme ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine poésie, il y a une certaine... C'est... Puis tu sais, de faire de la démiurgie, si tu es capable de cerner ces contes étiologiques-là, puis de les replacer dans ton monde, c'est pas juste de dire, ben les rivières, c'est des dragons. OK, dans mon monde, les rivières, c'est des dragons. Mais c'est quoi qui est poétique là-dedans? Mm-hmm. Est où la poésie? Ouais. Si je suis capable de trouver est où la poésie dans un vrai conte de notre monde, moi, je peux essayer de recréer un conte étiologique propre à mon monde secondaire avec les paramètres de mon monde secondaire. Il va avoir l'équivalent des dragons, l'équivalent des rivières, l'équivalent de quelque chose, puis essayer de reforger ces contes-là. Le mythe de la création, moi, que je trouve le plus fascinant, en tout cas, mon petit... un que j'ai toujours aimé, c'est la tortue monde. Oui. Il y a même un mot pour ça, c'est du géothérapinisme. Ah, ça, c'est bizarre, hein, parce que il me semble que Stephen King l'utilise dans genre Hit. Ouais. Oui, c'est dans Hit. Oui. Okay. Mais j'ai l'impression que Terry Pratchett, il y a de quoi avec une tortue pis des... Le disque monde est sur le dos d'une tortue. Qui a 2 éléphants, je pense. Ouais. Mais ça vient de... Ben, tu sais, mettons, dans l'hindouisme, il y a ça. Okay. Le monde est sur une tortue qui s'appelle Akupara. Puis il y a, je pense, une version où est sur des éléphants. Puis à un moment donné, dans les textes védiques, il y a des trucs qui se contredisent, whatever. Puis la version finale, c'est non, le monde est sur le dos des éléphants qui, eux, sont montés sur une tortue. Mm-hmm. Puis je pense que le Discworld, c'est ça aussi. Terry Pratchett a juste repris ça. Okay. Mais tu sais, parallèlement à ça, tu dis, bon, ben, les religions dharmiques avaient, donc, l'hindouisme, puis les autres religions autour de ça, avaient ça. Puis en Chine, il y a un mythe semblable avec la tortue géante, puis la tortue qui s'appelle Ao, si je me trompe pas. Oui, OK. Puis après ça apparaît dans des trucs vraiment d'Extrême-Orient, tu sais, des médias qui sont hautement influencés par l'univers chinois ou même japonais. Puis là, tu revois réapparaître la fameuse tortue. Je pense dans Avatar de Last Airbender, il y a ça. Je ne vais pas spoiler la fin, mais je me sens que c'est dans la 4e saison vers la fin. Fait que tu penses-tu que, étant donné qu'on reconnaît des traces, des versions de ce mythe-là, d'une culture à l'autre, puis même on le retrouve encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a un genre de... Une conspiration? Non, c'est ça. La première chose à quoi j'ai pensé, c'est une conspiration. Il y a un complot. Comment ça se fait que tout le monde pense à ça? Non, mais il y a une genre de communication de ces idées-là qui se fait... Ben, ça pourrait être une bonne hypothèse, puis c'est une hypothèse qui a été avancée facilement, sauf qu'elle n'explique pas le fait que c'est aussi... La tortue monde, c'est aussi le mythe fondateur des peuples iroquoiens. Fait que là, tu fais... Tu sais, comme pour les Ganégahaga de Montréal et de toute la région des Grands Lacs, c'est ça. Tu sais, les Mohawks croient au... Attends, je l'ai noté quelque part. Anoara-Koa. OK. Ou avec une meilleure prononciation, Anoara-Goa. OK. 10 sur 10. Merci beaucoup. Fait que c'est une version Haudenosaunee de ça qui est vraiment intéressante. Il y avait un monde céleste, puis les humains vivaient dans le monde céleste, puis la Terre, c'était juste un grand océan. Puis là, il y a une madame dans le monde... je vais essayer de ne pas bâcler ça, là, mais il me semble... OK, j'y vais de mémoire, mais il y a une femme dans le monde céleste qui se ramasse à arracher... Ah non, c'est ça. Elle dit à son mari qu'elle va avoir des jumeaux. Son mari est fâché. Puis son mari, il y a un gros arbre en plein milieu du monde céleste, puis il arrache l'arbre parce qu'il est fâché. Sa femme regarde dans le trou que ça crée parce qu'il a arraché l'arbre, puis en regardant en bas, son mari la pousse. Puis elle tombe dans le monde des humains. Le monde matériel, le plancher des vaches. Le plancher des vaches. Ouais. Et donc, mais c'est pas le plancher des vaches pantoute, c'est l'océan. C'est des eaux primordiales. Mm-hmm. Fait que là, elle a besoin d'avoir une place, puis il y a une tortue géante qui dit tu peux setter sur ma carapace, si tu veux. La vie peut être ça. Puis elle fait ouais, mais il n'y a pas de terre. Puis là, les animaux se mettent ensemble, tous les animaux les mammifères de l'océan, tu sais, les loutres, les castors, les animaux mammifères un peu marins, puis les oiseaux aussi, puis des grenouilles, puis ils font comme, OK, on va essayer de te trouver de la terre, puis ils descendent dans le fond de l'océan,
Puis je pense qu'un rat musqué ou une loutre, je me rappelle plus, mais elle ramène de la terre, puis là, elle peut planter une plante qu'elle avait genre dans ses mains quand elle est tombée. Elle avait, je pense, un fraisier. Puis là, elle plante le fraisier sur la carapace de la tortue. Et de là est né le monde qu'on connaît, l'Amérique du Nord, en fait. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, l'Amérique du Nord est appelée l'île de la tortue par les peuples autochtones Haudenosaunee, fait que les Sénèques, Attends, les Cayuga, les Sénèques, les Oneida, Onondaga et les Kanagera. C'est une magnifique histoire. Merci, Joël. Ouais. Wow. Puis, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je l'ai noté quelque part. Ouf, non, je sais pas. Mais oui, c'est ça, c'est Noaragoa, c'est le nom de l'île de la Tortue. OK. Mais souvent, les gens disent Turtle Island, juste parce que dans le vernaculaire, normalement, c'est facile de dire ça. Mais c'est le nom du monde / Amérique du Nord. Mais là, si je comprends bien... En Inde, en Chine, mais aussi dans les Grands Lacs. Ouais, c'est ça. C'est une tortue. OK, fait que finalement, complot 1, explication logique 0. Oui. Non, mais moi, en tout cas, la conclusion que je tire de ça, c'est la même conclusion de pourquoi pourquoi dans l'âge d'or arabe, on a inventé la notion de zéro, puis indépendamment, les Mayas, dans leur âge d'or de culture classique, qui ont inventé la notion du zéro. Ouais. C'est des cas d'invention parallèles et ça, pour moi, ça prouve que l'ingéniosité humaine passe par certaines étapes. C'est comme un arbre technologique ou un arbre culturel de développement qui n'est pas inévitable, mais qui va éventuellement aller aux mêmes places. Que dans un vide, un vacuum, on arrive aux mêmes conclusions, puis on développe les mêmes concepts, les mêmes idées. Ouais. Cool. Fait que ça, c'est les mythes. Puis, tu sais, les mythes qui expliquent le fonctionnement du monde, c'est autre chose que les mythes de création, tu sais. Fait que t'en as comme le mythe de Perséphone puis Déméter dans la culture grecque, ça explique pourquoi il existe un hiver et un été. Oui, OK. Ça dit quelque chose? Oui, totalement. Je fais un résumé rapide pour les auditeurs, mais c'est, dans le fond, Déméter est la déesse de la nature. Elle a une fille qui s'appelle Perséphone. Puis Hadès, qui est le dieu des enfers, il la séduit, il la kidnappe, il l'amène dans les enfers. Puis là, il donne une grenade, tu sais, le fruit. Là. Puis elle mange 6 grains de grenade. Puis là, elle remonte, avant d'être ramenée par Zeus, elle remonte à l'Olympe. Sauf que elle a été comme, genre, changée. Transformée. Parce qu'elle a mangé. Fait que là, elle est pognée pour retourner 6 mois par année dans l'Hadès, dans les enfers. Mm-hmm. Puis après ça, elle peut remonter. Fait que c'est les 6 graines de pommes grenade qu'elle a mangées font qu'elle est obligée de retourner pendant 6 mois. Puis après ça, elle revient pendant 6 mois, etc. Fait que pendant les 6 mois où elle est dans l'Hadès, sa mère la pleure. Puis sa mère, c'est la déesse de la nature. Fait que Déméter qui est down, ça fait qu'on a un hiver. Ouais. Fait que tu sais, c'est un mythe qui explique le fonctionnement d'une réalité qu'on peut pas expliquer par quoi que ce soit d'autre. Fait que dans le fond, dans un monde pré-scientifique, les mythes, c'est la science. Ouais. C'est ça que je pensais. Puis en fait, quand on fait de la démiurgie, en tout cas, on doit, je pense, ou on n'est pas obligé, mais souvent, on va être confronté à une explication purement scientifique, puis après ça, un mythe. Ouais. Il faut que les deux comme cohabitent ensemble. Tu sais, si ton monde peut totalement se passer sur une planète qui est en orbite autour d'une étoile, qui est régie par les lois de la physique, mais les gens qui habitent sur cette planète-là, eux, n'ont pas nécessairement cette connaissance-là que la planète, qu'il y a d'autres planètes autour, qu'il y a différents systèmes solaires à travers l'univers, puis eux, ils se l'expliquent d'une façon, puis ils se l'expliquent avec des mythes. Ouais, c'est comme un petit peu te mettre dans les souliers des gens qui habitent dans ton monde. C'est ça, quand tu crées ton monde de façon intelligente, d'après moi, tu fais ça, c'est un mouvement de balancier entre te mettre dans leurs choses à eux, puis penser diégétiquement, puis après ça, te remettre dans tes choses à toi, puis penser extra-diégétiquement. C'est quoi vraiment la physique? OK, cool. C'est quoi que les gens perçoivent et donc qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ouais. Fait que, quand on parle de mythe ou de religion pour notre création, il faut penser dans les deux sens tout le temps. Puis ça peut être très confondant des fois. Moi, je trouve que ça peut être difficile
Fait que là, je fais comme, ah non, ça, c'est-tu vrai ou c'est ça que, tu sais, j'ai une idée qui est cool. Je la fais-tu comme une idée qui est dans la culture, mais qui est une mauvaise interprétation de la réalité, ou mon idée, c'est cette réalité-là? Ouais. Oui, je comprends totalement. Surtout quand on a affaire à la présence d'un monde fantastique, la magie, ou tu sais, même dans un classique Donjon Dragon, là, tu sais, ton mythe de création, c'est pas juste un mythe, mais c'est exactement comme ça que ton monde a été créé. Ouais. Fait que ouais, c'est vrai qu'il faut prendre une décision, il faut comme cocher, est-ce que c'est mythe? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est... Ouais. Puis la version cheap, tu sais, tu t'es pas trop forcé, puis que j'ai vu souvent, puis que moi-même, tu sais, j'ai fait cette erreur. Ben, je sais pas si je peux dire que c'est une erreur, mais c'est un raccourci. C'est de juste dire, ben, comme tu dis, tu sais, ce monde-là, c'est ça. Puis là, si on pose la question, OK, mais qu'est-ce que les gens, les habitants de ton monde croient? Ben ils croient ça. Mm-hmm. Tu sais, il y a une réalité, puis ils ont toutes raison. Tu sais, c'est tellement pas réaliste de faire ça, de dire que tout le monde dans ce monde-là le sait, là, que ça, c'est le vrai Dieu, puis ça, c'est la vraie création, puis tu rates, pour moi, tu passes à côté d'un bel élément de construction puis de travail démiurgique, de juste couper les coins ronds puis de dire j'ai inventé des affaires drôles avec des dieux drôles, puis tout le monde y croit, puis tout va bien. Ouais, exact. Puis comme, OK, c'est tellement pas représentatif du monde réel. Non, surtout si dans ton monde, en plus, t'as plusieurs cultures, tu sais, t'as différentes façons de penser, fait que ton mythe de création pour une culture peut complètement être différent de celui d'une autre, puis il peut avoir, un peu comme on a vu le mythe de la tortue qui se retrouve à différents endroits, tu peux avoir des similarités d'un à l'autre, mais ça se peut que ce soit totalement différent aussi. Pour moi, si t'es bon à ficeler ces éléments-là, tu crées des mythes puis des religions dans plusieurs cultures, et si on lit entre les lignes de tes dogmes, on peut trouver les points communs qui sont ta science. Ouais. Ça, c'est comme... De le faire de même, ça serait génial. J'ai pas croisé une seule œuvre à date de fantasy, mettons, qui me donnait ça. Là. Que genre, si je suis un bon lecteur, j'arrive à voir entre les trucs. T'sais. Ben, c'est difficile. Mettons, dans un roman, comment tu le livres aussi, parce que si ton narrateur fait partie de ton monde, ben lui, il vient avec son ensemble de croyances puis son ensemble de valeurs. Puis si ton narrateur c'est un narrateur omniscient, ben là, est-ce qu'il est omniscient puis on peut se fier à ce narrateur-là? Fait que lui, c'est juste la vérité. Fait que pourquoi qu'il comparerait des croyances puis des systèmes de croyances? Ouais, c'est un... Ouais, si t'as un narrateur troisième personne fermé, là, un narrateur qui est dans un point de vue tout le temps, là, c'est cool, parce qu'il va juste parler de ce que le personnage qui est en train de décrire, même si c'est troisième personne, il décrit un personnage, mais on est un peu dans sa tête. Puis là, donc, on est dans sa culture, sa croyance. Mais oui, si c'est totalement omniscient, ben oui, on rate ça. Là. Ouais. Puis c'est ça, ben, ça, c'est pour les mythes. Mais quand est-ce qu'un mythe devient une religion? Ben, c'est quand ça devient une loi, quand ça devient dogmatique, quand ça devient institutionnalisé, hiérarchisé. Là, on a quelque chose de plus solide qu'on appelle une religion. Et puis, c'est jamais juste un mythe qui est devenu une religion. C'est une collection d'histoires qu'on se raconte qui finissent par, ensemble, être une courte pointe de croyance. Puis ça, ben, on va le mettre dans des écrits sacrés ou dans un récit. Ça peut être la tradition orale, mais qui a une vertu, qui a une valeur sacrée. Mm-hmm. Et là, ben, on est obligé de suivre ça. Souvent, les religions ont des promesses sur la fin des temps, sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Ouais. Donc, il y a des mythes qui viennent avec ça, mais il y a comme souvent beaucoup plus qui tourne autour de ça dans des textes religieux, parce que c'est ce qui intéresse le plus les humains au final. C'est comme qu'est-ce qui se passe après la vie, puis ouais, puis qu'est-ce qui va arriver quand je vais être dans la marde, puis qui peut me sauver. Ouais, fait que, la façon, l'aspect plus dans mon quotidien, qui peut m'aider, à qui il faut que je prie, puis pour pas mourir ou pour mourir, puis après ça aller dans une belle place, puis etc. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui se voit aussi. Les religions qui ont été les plus populaires dans le monde, c'est des religions qui ont des belles promesses sur qu'est-ce qui arrive quand t'es dans la merde, quand les choses tournent mal pour toi, soit que tu meurs ou juste que t'as des problèmes. Fait que, tu sais, mettons, l'hindouisme, il y a un Trimurti, la Trinité, 3 dieux principaux.
Mhm. le dieu créateur, Brahma, le dieu protecteur, préservateur, Vishnu, le dieu destructeur, Shiva. Et puis là, après ça, ben, ils ont leur Shakti, ils ont il y a plein d'autres dieux. Mais, tu sais, le Trimurti, l'essence divine principale, c'est ça. trois, Création, préservation, destruction. Puis, des temples à Vishnu, le préservateur, il y en a plein. Des temples à Shiva, le destructeur, puis c'est lui qui s'occupe de toi quand tu meurs. Il y en a plein. Des temples à Brahma, je pense qu'il y en a un en Orissa. Sérieux? Il y en a vraiment. Personne prie Brahma. Tout le monde s'en fout. Il a créé le monde, puis après ça, il se tourne les pouces, puis il attend que ça finisse. Fait il va rien faire pour toi, Brahma. Tu sais, la culture du polythéisme indien, souvent, on dit c'est pas vraiment un polythéisme. C'est vraiment plus proche d'être du monothéisme parce que c'est une essence. Facettes d'une personnalité. Fait qu'une essence divine avec trois facettes, un peu comme notre Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ouais. Mais c'est pas exactement ça. Par exemple, le sikhisme, les Sikhs, c'est ça qu'ils croient, eux. Ils croient aux croyances dharmiques générales, mais ils disent vraiment, ce n'est qu'une seule essence qui s'appelle Brahman. Puis les hindous croient à ça aussi, mais pour les Sikhs, c'est ça qui est important. Pour la plupart des hindous, non, c'est un heureux mélange de tous les dieux, etc. Fait que c'est pour ça que c'est souvent catégorisé dans du polythéisme, mais il faut le prendre avec des pincettes, il ne faut pas trop être... Mais ça reste qu'à travers tous les dieux, tu as bien plus de chances de trouver des temples au dieu soleil, Surya, ou à Sarasvati, la femme à Brahma, c'est la déesse de la sagesse, de la musique. Il y a des temples pour elle, mais il n'y a pas il n'y a pas de croyants qui tripent sur le créateur. Fait que ça t'en dit long. Moi, je trouve que ça t'en dit long sur qu'est-ce qu'on recherche dans une religion, les humains. On recherche qu'est-ce que les dieux peuvent nous donner, tu sais. Ouais. C'est égoïste, à la limite, là, tu sais. C'est ça qu'on veut. Ben là, Ganesh va me donner bonne fortune. Fait que c'est cool, je vais avoir un petit bobblehead de Ganesh à côté de ma machine enregistreuse, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser. Moi, je pensais qu'on allait parler de Panthéon, puis j'imagine qu'on va se garder ça pour un autre épisode. Ben vas-y, tu peux en parler un peu. Là, c'est moi qui monopolise la conversation. Là. Vas-y, mon Julien. En fait, je trouve que dans un travail où tu vas inventer pour ton monde un Panthéon, ou mettons que c'est monothéiste, un dieu, t'es aussi bien de commencer par mythologie pour créer, justement, comme tu as dit, ton mythe de création, des contes étiologiques pour expliquer des phénomènes dans ton monde. Puis après ça, en regardant ce portrait-là, bon, ben c'est mon mythe de création, ça, c'est ce que les gens... ça, c'est vers quoi les gens vont se tourner s'ils cherchent une explication par rapport à des phénomènes naturels ou, dans le cas où ton monde le permet, des phénomènes surnaturels. Mais là, un coup que tu as ça, c'est après ça qu'on devrait prendre ça puis les amener vers, OK, mais ça ferait du sens, eux, qu'il y ait une croyance envers 3 divinités parce que 3 grands, ou 2, où ils vont être monothéistes, mais il va avoir telle facette. Puis là, avec ces mythes-là, créer des dieux qui sont plus cohérents peut-être avec ton monde. Là. Ouais, puis après ça, il y a des interactions entre les religions, les croyances, les mythes. Il y a des mythes qui se rénovent, qui changent. Tu sais, le mythe du déluge. Ouais. Il est dans... Un peu comme la tortue, là. Ouais, il est dans Gilgamesh. Ben, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être c'est le même mythe. C'est Gilgamesh, c'est Noé, tu sais. Mm-hmm. Mais ça revient parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'à quelque part, il y a des communications entre les peuples. Fait que tu peux faire ça dans ton monde aussi, tu sais. Un événement marquant dans ton monde. A été interprété de telle façon, de telle autre façon. Ouais, mais moi, c'est à cause de notre Dieu qui a fait ça. Puis l'autre culture pense pas ça. Pense que c'est un phénomène naturel, puis les dieux l'ont sauvé, genre. Ouais. Oui, je te parlerai de divinité, mais j'aurais une autre approche pour te parler de divinité parce que vas-y. Je trouvais ça difficile, en fait, de m'imaginer par où on commence. Puis, en travaillant sur mon monde à moi, je me suis mis à faire des recherches, puis je suis tombé sur l'évémérisme. Est-ce que tu connais l'évémérisme? Ou... Je connais pas ça. Okay. J'ai vu que tu avais noté ça dans notre document commun, puis je vais découvrir quelque chose, puis j'ai pas fait de recherche. C'est un concept ultra facile à comprendre. Okay. Je suis sûr que tu y as déjà réfléchi, mais c'est que, dans le fond, nos dieux, ou les dieux d'une culture particulière, ou les dieux du monde dans lequel tu es en train de raconter une histoire, sont en fait des personnes bien réelles, qui ont vécu il y a très longtemps, qu'on a transformées en divinités par la suite,
parce que, je sais pas, moi, c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, des gens qui inspiraient la crainte, des gens qui ont fait de grandes choses, qui ont été centraux dans des événements historiques. Puis on appelle ça l'évémérisme parce que, dans le fond, il y a Évémère qui était mythographe. Fait que exactement ce qu'on cherche. C'est un grec. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle L'Écriture sacrée. Puis dans le fond, ça raconte son histoire à lui, qui est parti en voyage, un genre de voyage d'initiation. Il est arrivé sur une île où il a pu aller se recueillir sur la tombe de Zeus. Fait que là, juste ça, d'aller voir la tombe de quelqu'un qui est supposé être immortel. Ouais. Puis là, dans tout son récit, il raconte un peu comment tous les dieux du panthéon grec ont vécu juste comme une vie. Ils ont été influents dans leur milieu à eux, mais c'était juste du monde normal. Puis qu'avec le temps, ils ont commencé par c'est ça, inspirer la crainte ou inspirer l'adoration. Oui. Puis, tu sais, ça vient un peu expliquer comment toutes ces histoires-là, pas juste le panthéon grec, pas juste les Romains ou, tu sais, même la culture nordique, mettons, là. C'est tout le temps des dieux qui vivent un peu des problématiques humaines. Mm-hmm. Tu sais, il y en a un qui... Il va avoir de l'adultère, il va avoir de la consommation, il va avoir des chicanes, des guerres. C'est du monde très... ils font il y a des bassesses. Ils ont des défauts. Tu sais, c'est presque comme une télésérie, finalement. Là. Tu sais, saison 1, Odin a fait ça, puis le Thor a réagi comme ça, puis Loki est arrivé en faisant comme « Ah, je suis encore vivant », puis tu sais, c'est vraiment comme toujours épisode 1, épisode 2, épisode 3. C'est un feuilleton. Là. C'est un feuilleton. Ouais. Puis, Évémère l'expliquait comme ça. Ce qui m'a amené, moi, après ça, à réfléchir à, moi, dans mon monde, peut-être que, justement, les divinités, c'était des gens qui ont eu une marque, tu sais, sur... Ouais. Si t'as une religion polythéiste, on dirait que moi, mon instinct, ça serait que, tu sais, l'animisme, là, on pense que dans des religions animistes, tu penses que chaque objet important, tu sais, la roche qui est au coin de tel, elle a son propre esprit, elle a sa propre personnalité. Puis l'arbre, le grand chêne. Le grand chêne, c'est sa propre personne aussi. Fait que, tu sais, il y a une valeur divine à chaque élément qui nous entoure. Et puis, pour moi, ça, quand ça... Je veux pas dire ça évolue, mais oui, tu sais, ça se transforme. Qu'à un moment donné, on finit par dire, ouais, mais tu sais quoi, tous les arbres, le grand chêne les gère. Ouais. Fait que le grand chêne devient notre dieu des arbres, tu sais. Fait que j'ai toujours pensé que ça, c'était une évolution naturelle vers le polythéisme. L'évémérisme me donne comme une autre voie d'accès, une autre hypothèse de... Non, c'est quelqu'un à quelque part qui était tellement hot dans sa forêt que les gens ont commencé à le surnommer le grand chêne, puis il est devenu le roi de la forêt, puis il est devenu comme le gars qui, un moment donné, on dit, tu sais quoi, c'était un dieu. Ça me fait penser à la géographie, tu sais, les saints catholiques. OK. C'est juste du monde. Ouais. Puis là, maintenant, on dit, non, c'est pas juste du monde. Oui. L'apothéose, là, on les a... C'est ça. Ils sont canonisés, donc ils deviennent en partie divins. Ils sont pas dieux. Ce sera jamais ça, mais... ou les bodhisattvas, qui sont des gens qui ont atteint le statut bouddhique du Bouddha, mais qui sont pas le Bouddha. C'est juste d'autres personnes dans l'histoire, dans les 2000 ans, les 2400 ans depuis Bouddha, qui ont réussi aussi à atteindre le statut, la situation, l'état bouddhique. Fait que, des bodhisattvas, c'est comme des saints catholiques. Fait que moi, je vois là-dedans que c'est sûr, ces gens-là ont vraiment existé. Ils sont nés, ils n'étaient pas divins. À un moment donné, on les a divinifiés. Mm-hmm. Il y a aussi toujours le transfert d'informations dans ton monde, tu sais. Comment la communication s'opère. Puis moi, je peux comprendre que dans un monde où on peut pas juste comme FaceTimer, tu sais, fait que quand moi, je raconte, mettons que Zeus, il est dans mon village, puis c'est un gars, un beam, là. Ouais. Il est gros, il transporte des vaches sur ses épaules. Quand il se fâche, là, c'est comme si d'un coup le ciel se couvrait. Mais là, moi, j'en parle à quelqu'un de ce gars-là, tu sais, le chef du village, comment que... Puis après ça, lui, ce gars-là, il s'en va dans un autre village, puis il dit hey, dans eux autres, Fait que, tu sais, le mythe se crée aussi par... Bouche à oreille. C'est ça, puis c'est pas... tu peux pas te fier vraiment que l'information va toujours être communiquée avec exactitude. Fait que je trouve que ça amplifie justement le mythe, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, super intéressant.
C'est Ok. difficile aussi de pas vouloir expliquer tout par l'évémérisme, là, tu sais, de faire comme, ah oui, ben dans le fond, lui, c'était... Puis c'est drôle parce que les chrétiens l'ont fait un peu pour invalider les religions païennes. Ah ouais? Quand ça, tu sais, c'est comme si tout d'un Oui, coup, oui. les véméristes faisaient leur affaire, puis ils étaient comme, ben, il y a tellement de monde dans ton panthéon que c'est sûr que Évémère avait raison, tu sais. C'est Mhm. juste du monde vraiment cool. Puis tu sais, on va pouvoir continuer de raconter l'histoire de ces gens vraiment cool-là, mais tu vois bien que ça se peut pas, tu sais. Mais Dieu, par exemple, lui, il était pas parmi nous, là. Tu sais, il a jamais existé parmi nous, là. C'est quoi tu es en train de me convaincre? mais moi, je vois là-dedans l'équivalent peut-être des cultes, des mythologies modernes, les cultes de la personnalité, ces choses-là aussi. Tu sais. Comme, connais-tu Roland Barthes? Non. Roland Barthes, auteur français du 20e siècle, sémiologue et penseur. Je ne sais pas comment le catégoriser, mais en tout cas, il a écrit un recueil qui s'appelait Mythologie, au pluriel, Mythologie ES, qui m'avait beaucoup, qui était venu me chercher parce que ça parlait des mythes auxquels on croit maintenant ou que certaines sections de la culture moderne, de la société qui se prétend avoir passé à autre chose puis être motivé par les vertus scientifiques et le vrai savoir, Ouais. etc. Mais on y croit, tu sais, puis il y en a plein de ces mythes-là. Je pense qu'il y a un texte qui parlait du cerveau d'Einstein. Le fait que le cerveau d'Einstein était conservé à une place spéciale pour que les scientifiques l'étudient. Parce qu'après sa mort, il a donné son corps à la science, puis il y a des gens qui étudiaient comment le cerveau d'Einstein était fait, puis comme si son cerveau... C'était une relique. C'était une relique, Ouais. exactement. Comme si c'était pas juste un humain qui était wise puis qui a fait des découvertes. Non. Il y a quelque chose de plus. Puis tu sais, on peut penser à ça dans l'ère moderne. Einstein, c'est un être mythique. Il y a certainement un mythe qui l'entoure, hein. Mais c'est ça. Ben ouais. Tu sais, mais jusqu'au point où quand on dit le mot Einstein, on se demande, est-ce que tu parles de la vraie personne ou c'est comme une façon de parler de quelqu'un d'intelligent? Ouais. Ah Tu sais, oui, comme vrai. c'est un synonyme de quelqu'un de wise, tu sais. À part Einstein dans Watatata, qui était juste tout à fait normal. Là. C'est comme, je sais pas si t'es familier avec American Gods par Neil Gaiman. Ouais. Tu sais, il y a ça un peu, là. Il y a les anciens dieux qui doivent faire face aux nouveaux dieux. Tu sais, ces nouveaux dieux-là qui sont genre, tu sais, le cash, le paraître. C'est exactement ça, tu sais. Ouais. C'est des mythes modernes. Dans le fond, le mythe a la puissance qu'on y accorde. Puis ce qui est en importance dans une culture risque de générer un mythe. Ben c'est ça. Puis ça a une certaine pérennité, mais ça se peut qu'à un moment donné, ça meurt, puis on passe à autre chose. Est-ce que tu avais autre chose que tu avais trouvé... Parce que moi, je pourrais embarquer sur ces autres sujets, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on fera d'autres épisodes où on va fouiller dans des éléments plus précis. Peut-être on peut se créer un mythe, on peut... Panthéon aussi, là, si on veut parler. Je pense que c'est à la mode là, dans le world building fantastique, là, le fameux polythéisme là, que tu as ça dans Dungeons and Dragons. Ouais. Puis, Ben, il y a ça aussi, tu sais, on peut faire des choix, puis je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que créer une religion monothéiste pour ton monde, est-ce que c'est possible de créer une religion monothéiste puis de pas juste avoir l'impression que tu es en train de faire la chrétienté, ben en fait les religions abrahamiques, parce que dans notre monde, tu sais, le monothéisme, c'est abrahamique, là, c'est... Il n'y a pas eu beaucoup d'instances de ça. Ça n'a jamais été très populaire en termes de nombre d'occurrences dans le monde. C'est le judaïsme qui a mené à la chrétienté, qui a mené à l'islam, qui a mené à la fois Baha'i aussi. c'est sûr que dans le monothéisme, c'est difficile de ne pas tomber justement dans tout ce que les chrétiens font, là, tu sais, l'idole, la représentation artistique. Mais moi, j'ai une idée qui me vient en tête. Il y a un super jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. OK. Qui ont créé du bon world building. Là, c'est vraiment un monde créé au complet, mais à la place d'être dans des clichés de fantasy, puis on est vraiment dans un monde moderne. Mais ils ont leur nation, leur géographie et ils ont leur religion
eux, ils appellent les innocences. Ils sont comme les avatars de cette religion-là, qui est monothéiste, mais qui, je sais pas comment t'appelles ça, c'est sûr que tu le sais en plus, là, mais qui va comme donner le flambeau à un autre représentant à chaque fois. Là. Un petit peu comme, je sais pas, j'ai le Dalai Lama qui me vient en tête. Ouais. Donc, les innocences sont des figures politiques que, dans le fond, on va prendre tout ce que ces gens-là disent par décret ou par loi. Ben, c'est sacré. Est-ce que c'est comme... Tu dis le Dalai Lama, mais le Dalai Lama se réincarne, tandis que le pape, il est voté. OK, c'est plus comme le pape. Ouais. C'est plus comme le pape. Ouais. OK. Puis ils font très bien, je trouve, la religion monothéiste qui tombe pas qui coche pas tous les stéréotypes, finalement, du christianisme. Ouais. Est-ce que... Disco Elysium, t'essaieras ça. Disco Elysium. Ouais. Est-ce que... Parce que tu dis, tu sais, le polythéisme est bien populaire, puis c'est vrai, puis moi, je me dis, ben, ce serait cool de faire des trucs qui sont moins... ce que tout le monde fait, tu sais, parce que dans le monde du jeu de rôle, c'est tout le temps polythéiste. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que le monothéisme risque d'être... Ou peut-être c'est le fun de travailler avec d'autres choses, avec l'animisme, ou avec du dualisme, comme le zoroastrisme, là. Tu sais, il y a Ahura Mazda, qui est le dieu du bien. T'as Aranim, Aganim, c'est dans Zelda, oui, Link to the Past. Mais je pense que c'est Aranim, en tout cas, le dieu du mal. OK. Tu as cette dualité-là. Une dualité, tu sais. Puis ce qui est d'ailleurs un des postulats d'où vient l'idée de Satan dans les religions abrahamiques, c'est que ça a été volé aux Perses. Mais tu sais, ça, c'est une vraie religion dualiste où tout est un combat entre le bien et le mal tout le temps. Ça aussi, c'est intéressant. Puis je pense que ça n'a pas été très utilisé dans les créations fantasy. C'est super intéressant. Puis il y a ça un peu, là, aussi un concept d'équilibre. Tu sais, c'est pas nécessairement le bien contre le mal, mais c'est un équilibre qu'on doit maintenir entre le bien. Puis des fois, tu vas faire une action qui est plus orientée vers le mal. Des fois, tu vas faire une action qui est plus orientée vers le bien. Il y a ça un peu, cette dualité-là, dans... tu sais, c'est pas... C'est dans Donjons Dragons, excuse, je reviens là-dessus, là. Mais tu sais, ça explique ton alignement, ton personnage, il est bien, il est mal. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont complexifié ça. Non, t'es pas juste bien ou mal, mais il y a un autre axe. Il y a un autre axe. Fait que là, ça multipliait le nombre de... Tu peux être chaotique neutre, tu peux être chaotique bon, tu peux être chaotique mauvais, tu peux être loyal bon. Parce que t'as l'axe chaos versus... Loi, j'ai jamais aimé le terme. Je trouve qu'il représente pas bien ce que mais c'est ça, t'es loyal ou t'es chaotique, c'est ton t'es axe, bon ou t'es mauvais. C'est ton axe bon-mauvais, tu sais, qui a juste été comme écarté. Puis là, tout d'un coup, on est obligé de rentrer des divinités là-dedans parce que si ton personnage, c'est un prêtre qui est chaotique bon, ben, il peut pas croire dans la même divinité que... Fait que je me demande si c'est pas ce jeu-là, tu sais, qui s'est mis à créer plein de divinités dans Donjons Dragons, parenthèse. Est-ce que tu penses que c'est le jeu qui s'est mis à créer plein de divinités dans notre monde? Tu veux dire le jeu en tant qu'entité? Non. Okay. Non, je veux dire, est-ce que tu penses que c'est un processus qui a pu motiver, tu sais, c'est-à-dire dans une religion dualiste, à un moment donné, t'aurais... Et là, je dis dans notre monde ou dans un monde inventé, mais on peut imaginer ça, que la religion dominante, c'est le bien contre le mal. Puis qu'à un moment donné, on se ramasse, que quelqu'un dit « Ouais, mais moi, c'est pas le bien de même que je veux, c'est le bien de même. » Fait que là, il y a comme un polythéisme qui finit par naître de ça. Ben, écoute, je suis pas assez calé en théologie pour savoir si c'est le cas, mais je sais que, tu sais, reste qu'on associe souvent un genre de domaine à une divinité en polythéisme, là, genre Vénus va être... ben là, ça nous prend quelqu'un pour cocher la case mère nature, on va donner ça à Vénus. Ça nous prend beauté, fertilité, on va y donner. Puis après ça, comme tu as d'autres domaines qu'on va donner à d'autres divinités. Mais j'avoue que l'axe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est chaotique? Écoute, sûrement que c'est présent dans certaines cultures, mais... Ouais. Hey, faut que je passe à mon texte. Mais est-ce que tu as une création pour nous, Julien? J'ai une création. OK, on va faire ça. Tu vas nous lire un texte. Je vais vous lire un texte, puis après ça, on va en parler. Fait que tu as décidé de pas refaire les images. Non, mais là... La dernière fois, je t'avais convaincu, on dirait. Là, non, tu vas lire un texte au micro. Je veux dire, c'est assez vanille. Ouais. Là, c'est assez... J'ai l'impression que c'est agréable pour les gens. OK. Ouais. Mardi. Julia trouve ça pas mal poche qu'on cancelle encore les Saturnales cette année.
J'essaie d'expliquer qu'on n'a pas assez de bouffe pour un festin puis que les barbares aiment ça frapper quand on est occupé avec les traditions de la capitale, mais elle est un peu jeune pour comprendre. En plus, les collectionneurs ont fouiné dans nos réserves de bois d'œuvre puis là, j'ai rien pour y gosser le berceau que je voulais faire pour sa catin. Faut vraiment qu'on répare le mur. Mercredi. L'Assemblée vote demain pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le trou. Je vais proposer de défaire la maison d'Adrien puis de fendre les poutres de la fondation pour faire une palissade. Ils reviendront pas. Je vais pouvoir recoller les planches du plancher puis faire le berceau. On va voir ce que ça donne. Jeudi. J'ai pu commencer à défaire la maison d'Adrien un matin. Une bonne chance parce qu'il a commencé à neiger. J'étais après à enlever les fermes du toit quand j'ai vu arriver 3 hurluberlus. À pied! Une cigale, une sauvageonne puis une fille de la capitale si je me fais son linge. Je me rappelle pas de la dernière fois que des aventuriers sont venus à Val-Terreur. Ben, pas vrai, je m'en rappelle. J'avais fait un écu, puis j'avais fini mon huile de lin sur le manche de sa hache. Avoir su que l'Ouest aurait raison de lui, j'aurais gardé mon huile. Ça aurait fait beau sur le berceau de Julia. Vendredi. La petite nouvelle est venue me voir chez Adrien. Elle doit avoir 12 ou 13 ans, peut-être 14. Ils ont pris la chambre de la collision frontale qui n'a plus de porte depuis qu'on l'a défoncée pour sortir Pachdem. Il s'est enfermé en plein délirium trémestre avec 8 amphores qu'on avait reçus de la capitale. Du gros jus. En traitant Adrien de collectionneur pendant l'accusant d'avoir volé du vin. J'y ai proposé de le faire à sa place, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle est partie avec sa porte puis toute la quincaillerie. Du toit, je l'ai vu rusher à tirer sa porte dans la boîte. Saturdi. Julia a vu la petite nouvelle au spot où elle attrape des grenouilles. J'y ai rappelé qu'on se méfie toujours des aventuriers. Je suis allé faire un tour avant d'aller à la collision. Il y avait personne, puis la place était encore tout croche. Le quai est pourri, puis il y a des quenouilles hautes comme moi. J'y étais pas retourné depuis ce que papa appelait la déconsécration. J'étais ticu, puis papa a été forcé de défigurer la sculpture que son arrière-grand-père avait faite, pendant que 3 gros prétoriens regardaient. J'avais jamais vu mon père pleurer, et je l'ai jamais revu non plus. J'en ai profité pour prier. Je le sais, c'est interdit, mais j'ai compris il y a longtemps que ce qui se passe à Val-Terreur reste à Val-Terreur. Je sais pas à qui j'ai prié, mais j'ai prié pour du bois, puis pour de la bouffe. Puis pour Julia. Soldi. Il reste presque plus de colle. J'ai commencé le berceau pour la catin de Julia, puis j'ai décidé de l'amener au spot à la mi-journée. On s'était assis proche de la statue, puis on n'a rien dit pendant un bout. Elle m'a demandé pourquoi la madame avait pas de face. J'ai dit que je le savais pas, puis elle m'a répondu qu'elle allait y en faire une. J'ai dit qu'elle pouvait prendre mes outils. Le soir, j'ai pleuré. Mardi. J'ai fini la palissade, mais Pachdem crie encore au collectionneur. Il lui manque des ciseaux puis sa faux. Il les a sûrement perdus sa brosse, vieille ivrogne. J'ai quand même fait tout le périmètre avant d'aller au spot pour être sûr. Tout est beau, mais il manque une coupe d'affaires. C'est la maison d'Adrien. Vendredi. J'étais allé au spot à tous les jours depuis cette sortie passée. Après ma prière d'un matin, j'ai remarqué que le quai avait été réparé puis l'herbe coupée. Il m'est venu un mot en tête puis je l'ai dit. Natesht. Je le sais, c'est interdit de ne pas parler latin. Mais je sais quand même pas ce que ça veut dire. Je pense que ma mère m'appelait comme ça quand j'étais petit. Soldi. J'ai ramené Julia au spot puis la petite nouvelle était là, assise où je m'assois d'habitude. On est resté là un bout en silence les 3. On a jasé un peu, puis elle va ramener la faux et les ciseaux à Pachdem. Vendredi. Augustine s'en va à l'ouest avec les autres demain. Il paraît qu'une arc-rangue vole. C'est plate. C'était le fun de prier à 3. Vendredi. J'aide Julia avec son projet. Elle est bonne. On fait un genre de masque. Elle la trace, puis je grave avec elle. Ça ressemble beaucoup à sa mère, mais j'ai pas été capable de dire. Jeudi. J'ai passé la journée à consoler Julia. Elle a mis un peu trop de pression avec son réfouard puis le masque a fendu en 2. On n'a plus de bois. Quand il fera assez chaud, on y recoller les 2 morceaux de sa statue. Elle dort enfin. Aujourd'hui, il a finalement fait assez chaud et sec pour coller. Quand on est arrivé, Augustine était là. Ses cheveux et sa peau étaient sales, ses vêtements en lambeaux. Elle boitait. J'ai du mal à m'expliquer comment c'est possible, mais elle a pris les morceaux du masque des mains de Julia et a chuchoté quelque chose. Comme si elle les avait convaincus de se mettre ensemble, les 2 morceaux se sont collés. Non, réparé tout seul. J'ai pas été capable de m'empêcher de le dire. Natesht. Augustine m'a souri avant de répondre. Miracle.
Enfin, on est à Val-Terreur. Yeah! Merci, Julien. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté. J'ai aimé ça, voir ce texte-là, puis que tu lises ce texte-là, parce que, bon, il y a le texte, mais là, je suis à Val-Terreur. Ouais. C'est la première. En combien de textes, en combien de... Peut-être là, c'est la C'est le septième. 6e texte, je pense, 7e livraison, ouais. Fait qu'on s'est rendu là, tu sais. Autant que les dernières fois, tu nous as livré des éléments avec le docteur Anemone Jagger qui sont comme... qui datent d'avant même la fondation de la capitale. Dans tes premiers textes, tu étais à la capitale, puis tu nous parlais de Val-Terreur avec une certaine distance. Là, on est dedans. Fait que je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est juste d'être dedans. Cool, Dans hein? le sens où t'en fais pas une intrigue complexe. Et, tu sais, il y a plein... Dans ce que tu viens de nous lire, il y a plein de petits éléments de la vie quotidienne qui, ensemble, forment une intrigue. Mais c'est pas ça, tu sais. C'est le quotidien que je découvre avant tout. Ouais. Fait que ouais, j'aime. Comment tu veux qu'on procède? Tu veux-tu en parler un peu ou j'y vais avec tout? Ouais, tous les commentaires? vas-y avec peut-être ce que tu découvres du world building ou... OK. Ben, peut-être que je commence par un aveu OK. à notre public. Que il y a des... C'est sûr qu'il y a des sentiments que moi j'ai que le public n'aura pas parce que tu m'as déjà fait jouer à un jeu de rôle dans Val-Terreur il y a de cela très longtemps. Ouais. Fait qu'il y a des affaires que je lisais, je suis comme « Ah, Pagedem est là! Ah ouais, OK. Je oui. le connais, Pagedem, là! Ouais, j'étais allé chercher dans mes Que je le notes. connaissais? Ben oui, je savais que tu le ça date connaissais. quand même, notre campagne, là. Ah non, je m'en rappelle. J'étais allé chercher dans mes notes de campagne. J'étais il me semble que j'avais nommé le Ouais. gars de la taverne. Fait que j'étais allé Ben, c'est chercher. ça. Ouais. Il y a une taverne, la collision frontale. Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Pagedem qui est tout le temps sous. C'est le pilier de la taverne. J'étais très content parce que je fais ma lecture. Je suis comme, OK, je me demande que Julien nous livre cette fois-ci. Puis là, je découvre quelqu'un que j'ai pas vu depuis des années. C'est précaire, Val-Terreur. Ouais. Je trouve que tu le communiques très bien. La précarité, la rareté des ressources. Il n'y a pas... Ce personnage narrateur-là... Excuse-moi, c'est qui le narrateur? Y a-t-il un nom? J'ai pas donné de nom. OK. Je pense qu'on peut deviner son métier. Tu sais, il est comme... il est menuisier. Il grave le bois. Ça a l'air d'être père en fils parce que dans sa famille, la statue, c'était l'arrière-grand-père de son père qui l'avait fait. Tu sais, fait qu'il il travaille le bois. Ouais. Si c'était quelqu'un qui avait du temps, ben, tu sais, peut-être qu'il ferait d'autres choses. Il serait plus artistique, mais là, en ce moment, à Val-Terreur, ben, c'est lui qui s'occupe de repatcher les trous dans le mur. Oui. Tu vois, je ne l'ai pas saisi que c'était sa profession. Ah, OK. Moi, on a un bricoleur ici. Mais, tu sais, j'ai pas pensé... il est engagé puis il est payé pour ses services, mais plutôt, faut réparer le mur d'Adrien. Puis, dans le fond, mon interprétation, c'est que on le voit jamais à Adrien. Fait que je fais comme... Qu'est-ce qui est arrivé à Adrien? J'en ai aucune idée. Mais il est peut-être plus là. Il existe peut-être plus. Puis il est en train de repatcher une maison du village. Puis c'est tout. C'est ça que je dis quand il dit il y a un trou dans le mur, mais il n'y a pas de bois pour réparer le mur. C'est le mur de la... C'est comme s'il y avait un mur qui séparait Val-Terreur de l'Ouest. Une palissade. Oui, la palissade. Puis lui, il propose de comme juste poacher du bois sur la maison d'Adrien parce qu'ils ne reviendront pas. C'est ça. T'sais, il avait laissé la maison là en se disant il va revenir. Mais lui, il sait qu'ils ne reviendront pas. Mm-hmm. Fait que là, l'Assemblée s'est réunie puis ils ont fait OK, gars, on va prendre Ça, cet aspect-là nous en dit long sur les chances de survie à l'ouest de Val-Terreur. On dirait que c'est comme, dans le texte, il y a ça qui nous est communiqué. Quand tu vas à l'ouest, ça se peut que tu avais une maison et que tu reviennes puis tu n'as plus de maison parce que les gens y croient pas que tu vas revenir. Exact, ouais. Parce que c'est une histoire de probabilité, là. Tout le monde qui est parti à l'ouest, ils se sont fait ouais, cool. zigouiller. Mais c'est ça que je veux communiquer comme idée, tu sais, que c'est un choix bizarre d'y aller. Puis en même temps, je dis, ils se sont fait zigouiller, mais moi, il y a un aspect, les croyances locales, à Val-Terreur, ils se disent, les gens qui reviennent pas, c'est parce qu'ils sont morts, tu sais. Il y a des monstres, il y a whatever. Puis je serais curieux de voir, est-ce que c'est plutôt parce qu'à l'Ouest, il y a une façon de refaire sa vie différemment, tu sais. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est juste du danger puis tout le monde meurt, mais peut-être qu'il y a plein de monde qui sont pas revenus parce qu'ils ont trouvé
une autre civilisation, puis qui sont accueillis. Tu comprends? Genre, il y a comme d'autres hypothèses qui sont possibles, on peut flotter là-dedans. C'est une bonne idée, puis je suis content, je pense, d'avoir gardé ça flou, parce que ça me laisse des portes ouvertes pour quand je vais prendre une décision. Ouais. Mais Adrien ne reviendra pas. Non, je pense pas. Fait qu'on va prendre son bois. Ouais. C'est ça. OK, qu'est-ce que je me suis noté? Bon, alors, l'élément central narratif que je vois là-dedans, c'est la relation père-fille. OK. Puis j'aime vraiment ça que tu nous places là, parce que c'est un ancrage qui est humain, qui est simple, qui est attachant. Et donc, je peux tout de suite me mettre à la place de ce papa-là puis dire « Ah, c'est un bon papa, c'est une bonne personne, je veux que ça marche ses affaires. C'est non mais tough être à Val-Terreur, c'est pas facile, etc. » Fait que si tu l'avais mis dans... si tu nous avais donné un narrateur qui est un peu plus antipathique, j'aurais peut-être pas des sentiments aussi forts sur la précarité de Val-Terreur, parce que je serais comme « Ben oui, mais il s'est foutu dans la merde, il est à l'autre bout du monde, tant pis pour lui, c'est un trou de cul. » Mais là, le papa qui veut que sa fille vive pas toute la disette dont lui a été victime enfant. Puis ça, c'est un parcours narratif auquel je peux adhérer facilement. Puis dire, ben, tu sais, on souhaite pas ça à personne, pauvre enfant, etc. Fait qu'on veut que son protecteur... Tu sais, c'est un classique, le père-fille, là. C'est pas... Je trouve pas que c'est un trope qui est abusé. C'est pas genre un cliché, mais c'en est un qui est cool puis que j'ai vu souvent, mais qui marche à tout coup. Last of Us... Tu sais, genre, j'embarque dès que je sais que c'est ça l'histoire. Je fais comme, OK, ben je veux qu'il gagne. J'ai beurré épais aussi parce que t'as une relation père-fille, mais il parle aussi de son propre père. Puis il se rapproche aussi d'une autre fille qui est jeune, tu sais, aussi. Ouais. Fait que je joue avec cet élément-là de qu'est-ce qui fait que des gens se rassemblent ensemble. Des fois, c'est pas juste parce qu'on fait un épisode sur la religion et les mythes, tu sais. Des fois, c'est pas juste... le fait qu'on venait de la même famille ou qu'on vient de la même ville, tu sais, elle vient de la capitale. Ce qui fait qu'ils s'unissent ensemble, ben c'est cette énergie-là, ce magnétisme-là, que ce qui était probablement une religion que leurs ancêtres ont partagé ensemble, les a comme ramenés, tu sais, à se recueillir ensemble. Tu sais, il existait une communauté qui a été dissoute. Ouais. Et là, ils peuvent se reconnaître à travers les fragments de ça qu'ils portent chacun en eux. Ouais, puis ils réapprennent, tu sais, c'est quoi, tu sais, c'est quoi les rituels, c'est quoi les... Ils réapprennent ou ils inventent au fur et à mesure, tu sais. Ce qui est, dans le fond, ce qui donne du poids à ta finale. Parce que ta finale, c'est la magie, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est un truc, on n'a pas le droit de prier, on sent qu'il y a beaucoup d'interdits là, dans l'Empire adofarien. Puis ce texte-là en parle, des interdits. Puis lui, comme il est à la lisière de l'Empire, il y a un point où il dit « Ouais, mais tu sais, ce qui est à Val-Terreur reste à Val-Terreur. Ouais. » Puis genre, personne ne le sait que j'ai prié aujourd'hui. C'est illégal, mais qui check ça ici? Ouais, exact. On est trop loin pour que ça intéresse qui que ce soit. Puis c'est le concept du Far West. C'est le concept de genre... Tu peux pas appliquer la loi dans la frontière de la même façon que tu l'appliques dans la capitale. Fait que, autant que c'est un endroit qui est particulier parce que il n'y a aucune ressource puis tu es laissé à toi-même, autant que c'est probablement l'endroit dans l'Empire où tu as le plus de liberté pour tes pratiques ancestrales qui sont super... D'ailleurs, l'Empire, c'est intense, là, comment il bloque des choses, tu sais. Ouais. En tout cas. Les collectionneurs. Ouais. Là, t'intègres un nouveau groupe. Ouais. On a-tu déjà entendu parler des collectionneurs? Non, je pense pas. Mais tu nous as déjà parlé des... Les Aranéens. Ben oui, les Aranéens. Mais j'ai pas l'impression que les collectionneurs... OK, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que c'est une espèce, une race. OK. J'ai pas l'impression que c'est une religion. OK. J'ai l'impression que c'est comme une profession. Parce que collectionneur, ça sonne comme ça, mais aussi parce que de la façon que c'est présenté, on dirait que c'est... N'importe qui pourrait être collectionneur. Tu sais. Genre, il accuse d'être collectionneur. Pachdem accuse du monde d'être collectionneur. Fait qu'on dirait que c'est comme accuser quelqu'un d'être un voleur. Ah, OK. Accuser quelqu'un d'être... de faire une pratique qui est pas acceptée. Je pense que le nom collectionneur aussi, tu sais, c'est un mot que j'ai choisi, mais
Ça fait C'est qu'on dirait tellement vraiment... bénin. C'est ça. Mais en fait, pour moi, les collectionneurs, c'est un peu comme un gobelin ou c'est comme une fille ou c'est comme une genre de croyance que quand tu perds des affaires, c'est les collectionneurs qui l'ont pris. Tu sais. OK. Est-ce qu'ils ont une forme physique réelle? J'en parle pas dans le texte, sauf que reste que mon narrateur dit les collectionneurs, ils ont pigé dans le bois d'œuvre, fait qu'il faut vraiment qu'on ferme le mur. Ouais. Fait que pour moi, Lui, les il collectionneurs, c'est quelque chose qui est l'autre bord du mur. Ouais. Puis c'est quelque chose qui collectionne, qui vole des affaires, qui ramasse des affaires. Ouais. Fait que, à un moment donné, je vais rentrer plus en détail dans qu'est-ce que les collectionneurs font, mais pour moi, tu sais, Don't let the bed bugs bite. Ouais. C'est un peu comme... Les collectionneurs, tu sais, c'est pas dangereux, c'est un peu inquiétant, c'est... Mais c'est la... Aïe, aïe, aïe. Mais mes connaissances sur les mythes celtiques, puis il me semble, dans les traditions celtiques, ou c'est peut-être nord-germanique, puis c'est les elfes, mais il me semble que les pixies, OK. ou les... il y a une de ces créatures-là, une petite fille, là, que c'est ça le concept, là, c'est que genre, ils te volent des affaires. Mais c'est tout le temps ça, tu sais, t'as lui aussi qui remplace un enfant de la famille par Un troll. un doppelganger, Ouais, là, tu sais. Puis là, t'es obligé comme d'élever une créature à la place de ton enfant. Tu sais. Fait que oui, c'est sûr que je me suis On fait un inspiré de épisode ça. sur les mythes, et puis ça, c'est en plein là-dedans, puis j'aurais dû pousser ma recherche là, parce que je trouve que c'est super intéressant, ces affaires-là. Ben, j'ai vraiment voulu faire un texte qui fitait avec notre thème. Mhm. Fait que là, j'essayais comme de jeter là-dedans. Bravo, des mythes. bravo, man. T'es bon. C'est sûr que toi, tu lis tes textes après une entrevue, c'est difficile, mais moi, j'ai la chance d'avoir tout le temps un épisode sur un aspect de la démiurgie, fait que j'en profite, là. T'as-tu justement la magie, là? Ouais. Est-ce que... parce que moi, dans ma tête, quand je l'ai écrit, c'est comme si Augustine allait de l'autre côté du mur. Puis quand elle revient, ben là, elle a appris comment faire ce truc-là. T'sais. C'est comme si ça y avait ouvert les yeux sur quelque chose. Mhm. C'est-tu l'impression que tu avais? Ou... Ah, j'ai eu l'impression qu'elle était capable d'opérer une forme de magie à la fin du texte. Puis que peut-être que dès le début, elle aurait été capable. Donc, j'ai pas eu cette impression-là. Okay. J'ai pas eu ça dans ma lecture de genre, oh, elle est allée de l'autre bord, elle est revenue, puis là, miracle. Mm-hmm. Fait que je l'ai pas cerné. C'est sûr que c'est possible, mais genre, sans avoir ta consécration officielle de l'auteur, moi, je suis comme, mais les deux sont possibles, on la connaît pas, elle. Tu sais, là, je suis pas sûr, mais Augustine, est-ce que c'est une des arrivantes? Hey, tu sais-tu quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai mal nommé mon personnage. Il va falloir que je revienne dans le texte pour le renommer. C'est-tu supposé être Sixtine? C'est supposé être Sixtine. Ben là! Puis dans un délire de fièvre, j'ai mal nommé mon personnage. Parce que je suis comme, on la connaît pas, elle. Oui. Okay. C'est complètement Sixtine. Ouais. C'est une des notes que j'avais notées. C'est dès le début, quand il dit il y a 3 personnes qui viennent d'arriver, je fais comme, oh, ça va être nos 3 aventuriers de l'autre histoire. Absolument, c'est supposé être ça. Je me suis juste gouré de nom. Mais c'est pas les mêmes noms. Ouais, on m'applaudit loin des micros. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Non, je ne mets pas l'effet sonore d'applaudissement. Mais OK, pour les archives, là, oui, je me suis trompé de nom. C'est Sixtine. OK, ben d'abord, je la connais, Sixtine, puis elle n'a jamais fait de magie. Fait que là, ma lecture serait différente. Ouais. Hey, j'ai vraiment manqué mon reveal. C'est pas grave. Mm-hmm. T'as manqué ton reveal avec moi, mais là, parce que moi, j'en parle au micro, t'as manqué ton reveal avec tout le monde, parce que sinon, t'aurais pu corriger le texte avant de le... Non, c'est correct. Je vais le corriger quand je vais le publier, mais... Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que effectivement, elle ne connaissait pas de magie avant. Là. Arrêtons de parler de ce qui a été mal écrit parce que tu faisais de la fièvre. Ouais. Mais plutôt, c'est quoi l'intention narrative? C'est est allé de l'autre bord, est revenu, puis là, miracle. Fait que qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? T'sais? Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant. Là. On s'en va où quand on est à l'ouest de Valterra? L'autre bord de la palissade, c'est l'ouest. Hein? Exact, oui. C'est là où il y a le Fog of War dans tes Exact. maps. OK. C'est là où les aventuriers vont pour mourir. Oui. Ou ramener de la magie. Pauvre Adrien. Oui, mais elle est revenue. Ouais. Fait que, ben aussi, elle n'est pas partie super longtemps. Ça me donne pas l'impression qu'elle est rentrée loin dans le continent puis qu'elle est revenue des semaines plus tard. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, dans le fond, là, ça va être super difficile quand on suit à l'audio de comprendre ce qui se passe, mais au début, je fais comme si c'était les notes du narrateur de jour en jour. Ouais. Puis là, on a une séquence qui se suit.
chaque jour de la semaine se suit. Puis à un moment donné, je me mets à sauter des jours. À un moment donné, ça passe de vendredi à vendredi. Fait que c'est comme s'il arrêtait d'écrire. Puis là, à un moment donné, il écrit même pas la journée. Tu devrais mettre un cul de lampe. Un cul de lampe. Tu devrais mettre un symbole typographique, mettons un astérisme. Genre un truc un peu fancy là, qui sépare des blocs centrés dans ta page. Quand c'est des jours qui se suivent, je les garde ensemble, puis après ça, je mets un... On verrait les blocs, puis on comprendrait tout de idée. Suite. Attends un peu, vendredi. Ah oui, il vient de dire vendredi. Parce que j'ai pas... Mais non, je me disais bien. Puis moi, tu sais, t'as même pas mis en italique ou en gras tes noms de jours. Fait qu'à un moment donné, je fais OK, c'est les jours de la semaine, c'est des entrées. Depuis un moment donné, je regardais plus c'était quoi le nom des jours. C'est sûr que j'ai remarqué Saturdi puis Soldi. Ouais. Mais quand c'est des vendredis, je les remarque non. OK. Fait que... Mais c'était ça mon principe. Mon principe, c'était que... Fait qu'il y a beaucoup de temps qui a passé. Avant son retour, il y a une durée de temps indéterminée. OK. Puis, tu sais, on parlait de est-ce qu'elle faisait de la magie avant, ou, tu sais, même si on n'a pas l'indice que, évidemment, elle s'appelle pas Augustine, elle s'appelle Sixtine, elle vole la faux puis les ciseaux de Pagedem pour arranger. C'était pas les collectionneurs, c'était elle. Tu sais, si elle est capable de faire de la magie, elle n'aurait pas eu à voler, tu sais. Surtout que c'est une magie d'entretien, de réparation. Fait que, c'était... Fait elle fait pas de magie, elle est juste allée réparer ça dans un coin, puis elle est revenue avec de la colle. Non, le masque, elle l'a clairement réparé par magie. Je pense que tu me niaises. Fait que défigurer les statues, la déconsécration, ça, j'aime ça. OK. Ça, tu sais, parce qu'on a parlé de l'interdit dans l'Empire, mais cette facette-là, ça fait quelque chose qui est uncanny. Une statue pas de face, ça me fout les jetons à un niveau comme... Je trouve ça intéressant parce que je suis comme, ça me met mal à l'aise, statue pas de face. Puis c'est parce que c'est un idole de l'ancienne religion, là, je sais pas, la vieille... Comment il appelle ça, la vieille religion? Là, tu mélanges deux textes. T'es d'avance, mais j'en ai pas parlé encore de la vieille religion. Mais... excuse-moi. L'ancienne religion. Oui, quelque chose qui clairement... La statue date d'il y a plusieurs générations, puis on connaît pas encore l'espérance de vie des créatures qui habitent mon monde. Non. T'sais. Mais il y a ça aussi, que cette histoire-là de déconsécration, c'est son père qui l'a fait. Ouais. Fait que ça fait pas super longtemps que tout ça se passe, là, que t'as pas le droit d'avoir une statue. C'est vrai, ça fait pas longtemps à Val-Terreur. Parce que dans le fond, Val-Terreur a été un des derniers territoires à se joindre à l'Empire. Fait que la bureaucratie derrière la déconsécration, ben là, ça finit par arriver à Val-Terreur plus tard. Mais tu peux t'imaginer qu'à la capitale, ça fait très, 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 très longtemps que tu peux pas retrouver de monuments ou de reliques ou qui font référence à cette religion-là. OK. Ouais. Puis le fait de ne pas avoir le droit de prier ou de ne pas avoir le droit de parler dans sa langue. Ouais. Tu sais, Natesht, c'est un mot que sa mère disait, puis il s'en rappelle à peine. Ouais. Ça t'est venu de où, ça, cette inspiration-là, de pas avoir le droit, mettons, de prier, même en solitaire, tu sais? Fait que c'est un interdit sur ton monde privé. Bien, en fait, c'est que on avait un peu une intrigue au début, on l'a pu depuis mon texte du Dr. Anemone Jigger, là, mais pourquoi le latin, tu sais? Pourquoi le latin sur un autre monde? Fait que là, est-ce que mon Rome a voyagé ou est-ce que... Puis là, finalement, on se rend compte que c'est l'empereur qui fait comme « Hey, tout le monde parle latin. » Parce que je veux ça. Ouais. Puis tu sais, elle a chuchoté quelque chose aussi, Sixtine, avant de faire son spell, avant de faire sa magie. Est-ce que elle a chuchoté quelque chose dans l'ancienne langue, puis c'est ça qui carbure sa magie? Ou, fait qu'il y a ça. Là, pour moi, l'empereur se méfie de toutes ces traditions-là parce que ça pourrait être une menace à son règne ou à sa puissance. Mm-hmm. C'est ça dans ma tête qui se passe. Ouais, c'est parce que c'est des instruments d'insurrection là, dangereux. Ouais. Puis l'empereur a fort probablement pas accès à ces choses-là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que le latin vient faire que, bon, ben tout le monde dans l'Empire parle latin, puis on vient de régler le cas de se rassembler autour d'une autre religion que la mienne. Puis, tu sais, parce que l'Empire utilise quand même la religion comme outil d'ambition pour amener les aventuriers à aller de l'autre côté. Est-ce que maintenant que tu nous as amenés là, on est à Val-Terreur, puis on reste à Val-Terreur? Ben, j'aimerais ça. J'ai d'autres idées pour Val-Terreur. Je pense que c'est là que je veux commencer à le développer, même de l'autre côté du mur. Oui, parce qu'on va remettre ça en perspective, mais toi, ta création, c'est un objectif de rôliste.
Fait que tu sais, tu t'envoies tes joueurs dans un univers, puis je trouve que c'est une façon de procéder intelligente que tu as, parce que c'est vraiment... Tu pars avec comme le zoom out, mais là, on tombe dans le zoom in, puis là, maintenant, ben, les joueurs, ils connaissent, là, ils savent qu'il y a un empire, puis tout, puis là, tu peux créer des trucs internes comme ça. Mais merci beaucoup, Julien. Ben, ça fait plaisir, Joël. C'était vraiment le fun de te lire ça. Ouais, c'est cool. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. On a une entrevue avec Jimmy Beaulieu, ouais, BDiste. Ça va être super cool. Ça va être cool. Puis moi, ben, je vais présenter une œuvre. Cool. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.